Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de iOS. Donc iOS, EOS, EOS, comme vous voulez. Normalement il se prononce iOS. Donc c'est une blockchain de troisième génération qui veut tout simplement être bien meilleure que celle de première et de deuxième génération, notamment Ethereum de deuxième génération. Et c'est pour ça qu'on l'appelle un peu l'Ethereum killer. Donc, les blockchains de troisième génération, comme le Cardano, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent augmenter considérablement les transactions par seconde. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, si on veut pouvoir, on va dire, un minimum rivaliser avec les systèmes centralisés actuels, on ne peut pas avoir 10-20 transactions par seconde. D'accord? Imaginons une application comme Facebook, c'est 50 000 transactions par seconde. Un site d'échange, c'est environ 100 000 transactions par seconde. Est-ce que vous pensez vraiment qu'avec le système Ethereum actuel, de telles applications sont possibles? Non. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé avec l'application CryptoKitties qui, à elle seule, a ralenti le réseau Ethereum. Donc, blockchain de troisième génération qui veut corriger ces problèmes de transactions par seconde, d'évolution et également de frais. Et ça, ils vont le faire grâce à un consensus qu'ils ont développé qui s'appelle le Delegated Proof of Stake. Donc, c'est un proof of stake classique, d'accord, mais qui a en plus été délégué. Je vais expliquer un tout petit peu après comment ça fonctionne. Donc, EOS, c'est une ICO assez intéressante et qui est vraiment très différente, j'ai envie de dire, de toutes les autres ICO. Donc, c'est une ICO qui a eu lieu en deux phases. Une première phase qui a duré 5 jours. Ils ont distribué 20% des tokens pour un total de 185 millions de dollars. La première phase. Et ensuite, ils ont fait une deuxième phase. Et alors là, attention, c'est une deuxième phase qui a duré un an. Et elle n'est pas encore terminée. D'accord? Elle est sur la fin, mais elle n'est pas encore terminée. Donc c'est une phase qui a duré 2 ans, qui a été découpée en 150 périodes. D'accord? Euh, Et en gros, dans chaque période, 2 millions d'IOS étaient distribués. Comment ça marchait? En gros, chaque période est une mise aux enchères. Ça veut dire que moi, je veux acheter des IOS via justement une période. Donc, je vais envoyer un certain nombre d'Ethers. Et ensuite, une fois la période terminée, en fonction du nombre d'Ethers qui a été envoyé durant cette période, il y aura une répartition des 2 millions d'IOS. Le problème, c'est que d'une part, on ne sait pas combien est-ce qu'on va recevoir, vu que c'est une mise aux enchères, tout se joue en plus durant les dernières minutes, parce que c'est là où tout le monde va renchérir en Ether, et donc là, on va gagner beaucoup moins d'Ether. Et aussi, le risque, c'est que si on met trop peu d'Ether, on ne va rien avoir en iOS. D'accord? Donc, et en gros, ça va durer un an, ça va se terminer en fin juin 2018. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'en gros, ils ont fait ce système pour avoir un prix le plus juste possible. On verra si au final, ça a été, j'ai envie de dire, intéressant pour les personnes qui ont participé à l'ICO ou pas. Donc fin juin 2018, c'est la fin de l'ICO et c'est aussi la date qui est synonyme de mainnet. Donc ça veut dire le lancement de la blockchain EOS. Pour l'instant, ironie un petit peu de l'histoire, mais EOS est un token ERC20 qui a été lancé sur la blockchain Ethereum. C'est quand même drôle qu'un concurrent puisse se lancer sur Ethereum. En fait, on se rend compte que la plupart des tokens ERC20 en fait sont tous plus ou moins un concurrent d'Ethereum. Donc oui, c'est un petit peu le jeu. C'est un petit peu le jeu d'avoir un système aussi ouvert où oui, on peut permettre à un concurrent de lever de grandes quantités d'argent pour ensuite le surpasser. C'est le jeu. Voilà. Donc les tokens sont répartis entre Block One, qui est la compagnie, d'accord, qui développe EOS, et l'ICO, donc, qui a été redistribué à plus de 90%. D'accord? Donc seulement 10% détenus par la société Block One qui développe EOS. D'accord? Alors maintenant, on va essayer de comprendre un petit peu comment fonctionne EOS et quels sont en fait ses avantages. Alors EOS, avant tout, elle a été créée par une personne qui a créé BitShare, Steemit et après EOS. D'accord? Donc en premier, il a créé BitShare et Steemit. Donc il n'est plus en fait responsable du développement de ces deux applications-là que vous connaissez, je pense bien. BitShare qui est un site d'échange décentralisé, Steemit, mais par exemple tous les articles, etc. sur justement Steemit. Donc, et EOS. Donc en gros, il a quitté Steemit pour ensuite partir sur le projet EOS. D'accord? Donc il ne fait pas tous les projets en même temps. Non, là il fait que EOS. Euh,
quels sont les avantages d'EOS justement par rapport à Ethereum, vu qu'il est censé justement être un Ethereum killer? En gros, premièrement, ils vont mettre ce qu'on appelle une charte d'utilisation du réseau. Donc ça veut dire que on ne pourra pas faire ce qu'on veut sur le réseau. Il y aura une charte qui va être bien définie et si jamais on veut faire une application qui est en contradiction avec la charte, on ne pourra pas. D'accord? Donc la charte, ce n'est pas quelque chose qui va être défini qu'on ne pourra plus toucher. On pourra la modifier. Bien évidemment, tout se fera par un système de vote. D'accord? Ensuite, même je pense le plus gros intérêt pardon, d'IOS, ça va être pas de frais de transaction comme par exemple le IOTA. D'accord? Pas de frais de transaction. Alors là, vous allez me dire, ok, mais très bien, mais comment on fait? Comment on fait pour payer alors? Parce que ça a un coût quand même. Oui, ça a un coût. Et en gros, ce qu'il va falloir faire, si on veut faire des transactions, il va falloir hold un certain nombre d'IOS pour pouvoir justement utiliser un peu la bande passante et les ressources du réseau IOS. Donc plus on va hold d'IOS, plus on va avoir un accès à plus de transactions par seconde, à plus de bande passante. D'accord? C'est comme ça que ça va se passer. Ensuite, il y aura une sorte d'inflation d'environ 5% au maximum par an. Donc ça veut dire qu'il n'y aura jamais en fait de limite au niveau du nombre d'IOS. Il va continuellement grossir au maximum de 5% par an. Donc c'est très différent avec le Bitcoin qui justement a une taille fixe qui ne pourra jamais être modifiée. Il n'y aura pas plus que 21 millions de Bitcoin. Ensuite, autre particularité, il ne pourra pas y avoir de fork en cas par exemple de modification à faire sur un smart contract. On a pu voir qu'avec Ethereum, il y a eu pas mal de problèmes justement au niveau de la sécurité parce que des entreprises qui développent sur Ethereum font des conneries. Ils se font hacker. Et le problème, c'est que on ne peut pas faire de machine arrière. Et sur Ethereum, pour résoudre tous ces problèmes, on fait des forks. D'accord? Alors bien évidemment, on essaie quand même de limiter le nombre de forks, mais en gros, c'est quand même un lourd process pour juste avoir à faire une modification dans la blockchain. D'accord? Parce que telle ou telle compagnie a fait telle ou telle erreur dans son smart contract, par exemple. Avec EOS, il y aura justement un mécanisme de vote. On pourra soumettre une modification d'un smart contract sans avoir à faire un hard fork à chaque fois. Très très important parce que le hard fork, ça peut être très mal vu et ça peut avoir un gros impact sur le prix. Ensuite, on pourra avoir une adresse personnalisée. Donc là, c'est fort parce que je ne sais pas si vous, je pense que vous savez quand même, une adresse publique Ethereum, c'est juste une suite de caractères qui ne veut rien dire, d'accord? C'est complètement aléatoire. Avec EOS, on pourra créer une adresse de 2 à 32 caractères et mettre ce qu'on veut. Donc ça, c'est aussi, je dirais pas une première, mais c'est très très important de justement pouvoir personnaliser son adresse, d'accord? Ce qui paraît en fait une évidence, limite, c'est une évidence. Ensuite, ça va être compatible avec Ethereum. Donc ça veut dire que si on a un smart contract qui a été développé sur Ethereum, on pourra le faire tourner sur EOS. D'accord? C'est le principe des machines virtuelles. Il suffit juste d'intégrer la machine virtuelle Ethereum à EOS pour faire tourner en fait les smart contracts Ethereum. Donc il y aura une sorte de compatibilité. Ensuite, comment fonctionne le consensus? D'accord? Alors, on va avoir ce qu'on appelle des producteurs. Il y en aura 21 pour commencer. Ce qui va se passer, c'est qu'en gros, tous les détenteurs d'IOS vont voter pour 21 producteurs. Donc les producteurs, eux, ils auront déjà beaucoup de contraintes. Niveau hardware, bande passante, etc. Ils devront en fait respecter certaines contraintes justement pour que ce soit rapide. D'accord? Le but, c'est pas d'avoir une vieille ferme, d'accord? Par exemple, les fermes de minage chinoises avec des câbles qui traînent partout, des interruptions de service, etc. Non. Le but, c'est avoir en fait des producteurs, donc on pourrait aussi les appeler des nœuds, par exemple, un peu comme Ripple fait quand justement ils disent que n'importe qui ne peut pas être un nœud sur le réseau Ripple, n'importe qui ne peut pas être un nœud sur le réseau EOS. Il faut avoir respecter pas mal de contraintes, d'accord, pour justement que le réseau soit plus rapide. C'est toujours un gain de rapidité et de performance, bien évidemment. Donc il y aura 21 producteurs qui vont devoir se faire élire. Alors on ne sait pas encore trop quelles seront les conditions, comment ça va se passer, mais en gros ils vont se faire élire par les électeurs, ceux qui détiennent des EOS. Donc comment ça va se passer? Honnêtement, on ne sait pas trop. On n'en est pas encore là. Est-ce que eux vont reverser un petit peu de ce qu'ils vont gagner aux personnes qui les ont élus? On ne sait pas trop comment ça va se passer. Voilà, autant vous le dire. En gros, voilà, il y aura 21 producteurs qui, eux, vont valider
et créer les blocs. Et c'est eux qui vont recevoir la récompense des blocs créés, qui vont se partager entre 21 producteurs. EOS. Au niveau de la blockchain et de la scalabilité, on va retrouver des grosses similitudes avec Cardano. D'accord. Donc, on va pouvoir avoir en fait des blockchains, comme j'ai pu l'expliquer sur Cardano, en parallèle en fait. Et c'est comme ça en fait qu'on va pouvoir augmenter le nombre de transactions par seconde, la scalabilité. Donc ça, je l'ai bien décrit dans la vidéo sur Cardano. Donc je vous inviterai à la fin de cette vidéo à aller la voir si ce n'est pas déjà le cas. EOS, c'est aussi un prix qui est déjà à 10 dollars avec un market cap qui est quasiment à 10 milliards et un nombre donc de tokens qui sera de 1 milliard une fois qu'ils auront terminé toute la distribution. Donc le prix est déjà super élevé. Elle est sixième. Elle est sixième et la chose à noter, c'est que elle est sixième sans aucun produit. Et c'est, je pense, la crypto, même si ce n'est pas encore une crypto, c'est toujours un token, mais on va dire que c'est une crypto. C'est la crypto qui a le market cap le plus élevé qui n'a aucun produit. Ça c'est quand même très très fort. Cardano a un semblant de produit. Certes, pour l'instant, c'est une blockchain très 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 basique. Ça reste un semblant de produit. EOS, c'est le token ERC20, d'accord, qui a un market cap de près de 10 milliards. Donc, est-ce que c'est un bon signe ou un mauvais signe d'après vous? Moi, je pense que ça veut dire que c'est un très bon signe dans le sens où un projet qui justement n'a rien, vaut déjà en fait 10 milliards en market cap, qu'est-ce que ça va être quand le mainnet, donc la blockchain EOS, va sortir en juin? Parce que juin, c'est vite. Juin, ça arrive très très vite, d'accord. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On ne le sait pas, mais en tout cas, c'est un signe très très fort. C'est un signe très très fort. Et en plus, l'équipe derrière, ce n'est pas des personnes, d'accord, qui sortent de nulle part. Ils ont déjà fait pas mal de projets à succès. Donc, on sait qu'en gros, ils s'y connaissent beaucoup. Ils connaissent beaucoup la technologie en fait de la blockchain. Donc, ça aussi, c'est très très rassurant. Donc, quels seront les problèmes d'après moi? Alors, j'ai pas vraiment trouvé énormément de points négatifs à iOS. Alors au début, ils ont balancé que le white paper était plagié. Honnêtement, ça, on s'en fiche. D'accord, un white paper qui est plagié, oui, parce qu'ils font toujours ça un petit peu à l'arrache. Quand on lance une ICO, c'est toujours fait un petit peu à l'arrache au début, parce qu'il faut aller vite, il faut vite sortir pour justement ne pas prendre trop de retard et pour commencer à faire entrer de l'argent. Ça, c'est pas vraiment quelque chose de très très mauvais. À l'heure actuelle, iOS, ils ont quand même fait leur testnet en avance. Leur mainnet est quasiment sur le point de sortir. On sait déjà comment faire pour convertir nos tokens ERC20 en coin iOS. D'accord? Les véritables coins, donc ce ne sera plus des tokens ERC20 qui, eux, vont devenir complètement obsolètes. De toute façon, c'est le but d'un token ERC20. Il a juste un but au début qui va être de lever des fonds. Et ensuite, il y aura un basculement sur iOS. Il y a aussi une petite polémique parce qu'en gros, il était marqué en gros que le token ERC20 iOS ne servait à rien. Ce qui est vrai, un token ERC20, d'accord, ne sert absolument à rien. Il est uniquement utilisé, très souvent bien sûr, pour uniquement monter des en fait, sur leur site. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu peur en voyant ça et en se disant en fait, mais on va acheter rien. Oui, merci. En gros, ils ont juste dit ce qu'était réellement leur token, c'était la vérité, j'ai envie de dire. Beaucoup en fait ne l'affichent surtout pas. Et ça crée une petite polémique. Mais ça crée une polémique parce qu'en fait les gens ils savent même pas ce que c'est. Voilà, juste pour ça. Donc pour moi iOS c'est un très très bon projet qui aujourd'hui est à 10 dollars. D'accord. On peut beaucoup le comparer à Ether. Ether a été au début dans les mêmes zones. Un Ether on pouvait le monnayer aux alentours des 1-2 dollars au tout début en fait de l'Ether. On sait ce qu'il est devenu. Donc je ne dis pas qu'il aura le même succès et le même prix que l'Ether. C'est pas ce que je dis, mais il y a quand même beaucoup de similitudes. Donc après, c'est à vous à faire votre taf, à faire vos recherches. Mais iOS, pour moi, a un très gros potentiel. Et il ne faut surtout pas en fait rester bloqué avec le market cap. Un market cap, honnêtement, ça veut dire des choses, mais ça veut aussi rien dire. D'accord? Un market cap, vous savez comment ça se calcule. Ça se calcule juste avec le prix du dernier achat et par rapport au nombre de tokens qui est en circulation. C'est tout. Donc ça ne veut pas dire, ce n'est pas parce qu'un market cap est à 10 milliards qu'il ne peut pas monter à 100 milliards. D'accord? Donc ça, il faut vraiment bien comprendre que le market cap, ça ne doit pas être un fait bloquant. C'est pas parce qu'il est à 10 milliards maintenant que l'IOS ne pourrait pas atteindre facilement les 50 dollars, voire les 100 dollars dans quelques années.
Voilà, donc pour l'IOS, je pense que j'ai à peu près tout dit. J'ai oublié quand même des gros partenariats qui sont en jeu, qu'ils ont annoncé très récemment. FinLab et Galaxy, qui sont des fonds d'investissement qui, en gros, pour FinLab, a prévu d'investir dans les applications iOS à hauteur de 100 millions de dollars et Galaxy qui a prévu de faire pareil, d'investir dans les applications iOS, donc ce sont des investissements stratégiques, bien sûr, ce sont des fonds d'investissement, à hauteur quand même de 325 millions de dollars. Donc c'est quand même beaucoup. On a aussi Bytefinex. Donc on peut l'aimer ou on ne peut ne pas l'aimer, d'accord? Mais Bytefinex a également commencé à faire un partenariat avec EOS pour faire un site d'échange décentralisé qui fonctionnera sur la blockchain EOS. Et il s'appellera EOS Finex. Pour l'instant, il n'est pas encore du tout en service, d'accord? Mais c'est ça, c'est juste prévu que Bytefinex fasse également un site d'échange décentralisé. Alors après, Bytefinex, honnêtement, c'est pas forcément le site le plus clean du monde, surtout quand on est basé dans les îles Vierges britanniques. Donc après, apprendre avec des pincettes sur ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont vraiment faire un site d'échange qui est hyper transparent, hyper clean, alors que ce n'est pas du tout le modèle économique qu'ils ont actuellement? On verra, d'accord? Chacun est libre de faire ce qu'il veut, chacun est libre de s'en servir ou pas, d'accord? Voilà. Donc, en tout cas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, à mon avis, EOS, ils ont compris que pour dépasser Ethereum, il ne fallait pas juste avoir une super blockchain, il fallait avoir des applications. Et ils ont quand même levé 2,5 milliards. Alors tout le monde parle des grosses ICO qui ont levé des millions et des millions. EOS a levé 2,5 milliards. C'est, je pense, la plus grosse ICO de tous les temps. Alors tout le monde parle de celle de Telegram, mais celle d'EOS est aussi énorme. Elle est juste énorme, 2,5 milliards. Alors avec autant de cash, on peut se demander pourquoi faire d'une part. Si on compare avec Cardano, ils n'ont pas du tout levé autant et pourtant ils ont plus ou moins les mêmes objectifs. Donc là, on pourrait se dire que qu'est-ce qu'ils pourraient faire avec autant de cash? Ça va être de propulser leur blockchain en avant et de financer des applications. Et en gros, à mon avis, ce qu'ils vont faire, c'est nouer des partenariats à tout va pour négocier que telle ou telle application se développe sur iOS. Ça va être, je pense, très intéressant pour eux de faire ça, pour justement grappiller des places et peut-être même atteindre la première place dans quelques années. Je pense que autant d'argent, d'accord, peut leur permettre de vraiment nouer beaucoup de partenariats, de vraiment pousser à la création en fait de beaucoup d'applications, comme par exemple Wikipédia. J'ai lu, il me semble, il y a quelques temps que un des anciens cofondateurs de Wikipédia était en train de créer un Wikipédia sur la blockchain EOS. Donc imaginez un petit peu avec ces 2 milliards, tous les partenariats, toutes les applications qui pourraient promouvoir, pousser à être développées sur leur réseau. Parce que c'est là où vraiment le prix peut être impacté, c'est par rapport au nombre d'applications qui vont tourner sur la blockchain EOS. Est-ce que EOS peut être la première application mainstream? Peut-être, on verra par rapport à leur performance, on verra s'ils atteignent réellement à atteindre les 1 million de transactions par seconde qu'ils ont annoncé dans quelques années. J'espère que vous avez bien compris EOS, les enjeux, pourquoi est-ce qu'il pourrait effectivement être un Ethereum killer. Si vous avez des questions par rapport à ça, surtout comme d'habitude, n'hésitez pas en fait dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, à mettre un like. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse. Merci.